Une production Stéréolab. Quand il est arrivé, c'était mon alambic, c'est-à-dire que je l'avais tout pensé. Et la première fois que je l'ai utilisé, j'avais une discussion avec lui tout de suite, puisque j'avais tout réfléchi, quoi. C'était un joli moment, comme une rencontre en réalité. J'ai tendance à surfer avec deux choses paradoxales. C'est une recherche de ciselé aiguisé et, à côté de ça, quelque chose de texturé et plutôt volumineux, ce qui est pas... Normalement, on choisit l'un ou l'autre. Bonjour et bienvenue dans Travail soigné, le podcast où l'on parle de son métier et de ce qu'il raconte de soi. Je m'appelle Hervé Obolt et dans cette série, je vous invite à découvrir des personnalités hors du commun, leur rapport au travail et leur satisfaction intime d'exercer leur métier avec soin. Aujourd'hui, je vous conduis dans le 10e arrondissement de Paris, rue du Faubourg-Saint-Denis, à 2 pas des grands boulevards, pour rencontrer Nicolas Julès. Ce nom parlera sans doute aux Parisiens les plus gourmets, qui connaissent probablement l'épicerie fine du même nom et ses 7 boutiques à Paris. Mais en marge de l'héritage familial lié à l'amour des bons produits, Nicolas a développé sa passion des spiritueux au point d'établir, il y a 10 ans, sa propre distillerie au cœur de Paris. Un projet qui a demandé 5 ans de travail pour aboutir, car il était alors interdit de distiller dans la capitale depuis un siècle. Mais Nicolas est finalement parvenu à installer son alambic, fabriqué sur mesure, dans la cour du bâtiment qui abrite l'épicerie familiale. Et moi qui pense qu'on travaille mieux avec de beaux outils, j'ai eu du mal à décoller mon regard de cette machine fascinante qui marie inox et cuivre, tradition et modernité, dans une esthétique steampunk du plus bel effet. Ce samedi matin, Nicolas me rejoint d'un pas pressé, affûté comme un crayon, l'œil vif et la mèche un brin rebelle. Alors que nous accédons à son atelier, la machine omniprésente s'impose aux visiteurs. L'alambic, c'est assez drôle parce que ça a une place très très importante dans notre métier, parce qu'en réalité, ça incarne quelque chose, c'est assez impressionnant, ça marque les esprits. À la fois, il faut quand même prendre un peu de recul, dans le sens où ce n'est qu'une machine, et l'important c'est comment on en joue. Et en même temps, c'est assez fascinant parce que c'est comme un instrument de musique, c'est-à-dire que chaque alambic a une tonalité, a une signature, et implique techniquement une prise de position. Il faut vraiment avoir ce recul avec cet alambic, le choisir à mon avis de manière très pragmatique, parce qu'après on aura tendance à être pris par lui et à avoir une sorte d'affect qui va se développer qui est très importante. Moi je distille avec 3 types d'alambic, un alambic très classique, quasi style charentais qui vient d'Autriche à Cuba. Je distille en Bourgogne avec un 3 vases bourguignon traditionnel qui est une vieille machine incroyable qui appartient à Jean-Marc Rouleau et qui date des années 1860. C'est pas mon alambic, mais je le considère presque comme tel. J'ai un vrai truc avec cet alambic. Et puis après, le mien ici, qui est vraiment mon instrument, qui correspond à ce que j'ai envie de faire ici. C'est-à-dire que c'est un alambic qui est polymorphe. Il est très versatile, on dit. Il peut aller dans plein de directions différentes. Ce sont en réalité 2 alambics. Donc un qui est un pot style. On pourrait dire que c'est comme un petit clairon, une petite trompette qui va jouer de manière un peu presque épidermique, qui va recracher ce qu'on lui donne et qui a son style. Donc on va principalement l'utiliser pour le gin. Et puis, il y a une autre partie qui est à droite. Là, on dirait une sorte de saxophone. C'est un tube comme ça avec des clés dessus. Et donc, on va pouvoir ouvrir et fermer ces clés comme un instrument. Et là, il va sonner de manière différente. C'est-à-dire que cet alambic, si on voulait aller plus loin dans la comparaison, il peut jouer des notes très graves comme des notes très aiguës. Je vais pouvoir, si je le maîtrise bien, si je comprends ma partition qui est la matière première, l'intention que je mets dedans qui est ma composition, je vais pouvoir adapter l'alambic pour qu'il joue avec la tonalité que je souhaite. Et ça, d'un seul coup, ça crée quelque chose forcément où on sort de la technique pour aller vers l'émotionnel et on interprète littéralement la matière. Donc c'est assez intéressant. Et donc forcément, il y a des relations qui se développent avec cette machine. Je connais pas bien le monde de la musique, mais je pense que c'est à peu près le même genre de relation qu'un musicien peut avoir avec son violon ou son saxo, quoi. Cet alambic, par conséquent, il a été vraiment fait sur mesure. Donc, in fine, j'ai choisi de travailler avec des Allemands, alors que moi, j'aurais plutôt une sensibilité qui va vers l'émotionnel. Et là, j'ai été rechercher, au contraire, des gens qui étaient les plus pragmatiques, les plus froids, Deutsche Qualität, quoi, que je pouvais trouver chez Arnold Holstein. Mais parce que eux, ils étaient d'un pragmatisme dingue. Donc, c'est un alambic qui, d'ailleurs, a une forme assez efficiente, technique. Il a presque une sorte de rugosité avec une association de cuivre très présent et en même temps des parties
en inox pour leur praticité, on va dire. Donc il n'y a rien de surjoué. En fait, je trouvais que sa fonction lui donnait une esthétique qui me plaisait beaucoup. Et après, la dimension a été faite par rapport à ce que je voulais produire, les quantités que je voulais produire, et tous les mécanismes qu'il y a autour ont été dimensionnés pour qu'ils rentrent parfaitement dans cette pièce. Quand il est arrivé, c'était mon alambic, c'est-à-dire que je l'avais tout pensé, et la première fois que je l'ai utilisé, j'avais une discussion avec lui tout de suite, puisque j'avais tout réfléchi, quoi. Donc c'était un joli moment, comme une rencontre en réalité. Avant la distillation, on prépare un mou produit par la fermentation de fruits à l'aide de levures qui transforment leur sucre en alcool. Bon, évidemment, je vous résume ça très rapidement, mais en tout cas, si l'alambic de Nicolas est moderne, son fonctionnement est identique aux machines d'antan, car il repose sur des principes de chimie immuables qui permettent de séparer l'alcool de l'eau. Pour ce qui est du fonctionnement d'un alambic, finalement, il faut imaginer que c'est comme une grosse gamelle, puisque le secret de la distillation, c'est que, basiquement, on a un mélange qui contient de l'eau et de l'alcool. Si on distille de la céréale, une sorte de cervoise comme une bière sans houblon, c'est à peu près 7-8% d'alcool, le reste étant quasiment exclusivement de l'eau, plus des éléments qui vont donner du goût et de la couleur, puisque ni l'eau ni l'alcool n'ont de goût ni de couleur. Donc, on va vouloir discriminer l'alcool et l'eau. Basiquement, c'est ce qu'on veut faire. Dans ce schéma, le mode de discrimination, ça va être la température d'évaporation. L'eau s'évapore à 100 degrés Celsius, l'alcool à 78,4. Il n'y a pas de pression. Donc, au début, notre gamelle, on va dire, est froide. Et puis, on va la chauffer. Et là, à 65 degrés Celsius, il y a une vapeur qui va commencer à monter avec plein de petits éléments très légers qui vont partir avec. Ça tombe bien, c'est un super solvant, ça va nettoyer aussi l'alambic. Ce sont les têtes. Les têtes, c'est du méthanol, c'est un alcool, mais qui est très toxique. Petite quantité fait mal à la tête, moyenne quantité rend aveugle, grosse quantité, il tue. Et ça, on va les récupérer. On va les stocker dans un cylindre avec un hublot de vérification. Ensuite, quand on va continuer à chauffer, puisque le bain-marie fonctionne, on va atteindre les 78,4 et là, il y a le bon alcool, l'éthanol, qui va continuer à monter. Donc l'éthanol à 78,4 degrés Celsius, il n'a pas une puissance énorme. Il est capable d'emmener exclusivement avec lui les éléments les plus légers. Et plus il y a de température, plus il a l'énergie nécessaire pour embarquer avec lui des éléments qui sont plus lourds, qui sont plus puissants. Et donc, on va monter de plus en plus de goût, de caractère et de puissance. À force d'élévation de température et d'éléments de plus en plus lourds qui arrivent à monter avec l'alcool, on va avoir quelque chose qui commence à être grassouillé, un peu lourd, et donc, ça ne nous convient plus. Et donc, ces cas-là, on ne le prend plus, on le met dans les queues. Donc, on a la tête, c'est du méthanol toxique. Le cœur, c'est l'éthanol accompagné de l'aromatique qui nous convient. Les queues, c'est ce qui est devenu trop rustique et trop rugueux. Alors, les têtes, c'est une fraction qui représente à peu près 1%, qui est petite. On prend un peu de sécurité, on ne veut pas avoir de problème de méthanol. Plus je fais un cœur serré, plus je vais avoir un alcool qui va être vif, délicat. Plus je vais chercher dans les queues, on dit des eaux de vie secondées, là, on va aller chercher ces éléments plus lourds, plus grassouillets, plus waxy. C'est vraiment une interprétation du style, mais grosso modo, le cœur va représenter, on va dire, assez facilement entre 60 et 80% du volume final, dépendamment de ce qu'on veut faire. D'ailleurs, quand on en est à l'étape là dont on a parlé, même le cœur n'est pas à la hauteur de nos exigences, puisqu'on a 20% d'alcool. C'est pas assez, par exemple, pour le whisky, pour le cognac. C'est pas les critères de ce qu'on attend d'un spiritueux. Donc, on va devoir le redistiller. Et donc, en théorie, ce cœur, on le remettrait dans l'alambic et puis on le redistillerait. Là, moi, j'ai un système un peu différent qui est de pouvoir, à la sortie du premier alambic, au lieu que les vapeurs aillent se refroidir pour redevenir liquides, on les envoie directement dans notre fameux saxophone. Et là, la matière va monter et à chaque palier, elle va se purifier un peu plus. Quand je referme le plateau, là, l'alcool a plus de mal à passer. Il n'y a que le plus léger qui ira à l'étage supérieur. Et à la fin de cette deuxième distillation, là, mon cœur va représenter entre 65 et 80% d'alcool. Et donc, j'ai vraiment un spiritueux. Ça, c'est vraiment la technique pour utiliser cet alambic en double distillation. Voilà, vous savez maintenant comment fonctionne l'alambic de Nicolas, mais ce que je trouve encore plus intéressant, c'est le parcours qu'il a mené à créer la première distillerie de Paris depuis un siècle. Et comment, de son amour des saveurs et des bons produits à la découverte des spiritueux, la distillation est devenue pour lui un moyen d'expression.
D'ailleurs, ce qui m'a frappé au cours de ma discussion avec Nicolas, c'est à quel point il utilise des mots qu'on associerait plus au champ artistique qu'à la création d'alcool. Donc en effet, moi j'étais épicier et le goût, les ingrédients, courir, voyager, aller à la rencontre des ingrédients, c'était quelque chose de fondamental. Ensuite, comprendre qu'on ne pouvait pas comprendre les ingrédients si on ne comprenait pas les gens qui les fabriquaient, tout le non-dit qu'il y avait autour, leur culture, leurs préjugés, leur vision des choses. Donc là, on comprenait mieux la direction que ça avait pris. Et ensuite, je racontais ça à travers mon métier de commerçant. J'ai adoré ça et c'est toujours quelque chose que j'aime beaucoup. Mais quand j'ai rencontré les spiritueux, pour moi, c'était un bouleversement. C'est quelque chose qui m'a impressionné, notamment parce que d'un seul coup, tout prenait une dimension éternelle. Les spiritueux, c'est éternel. Quand on a fait un gin, on peut revenir dessus 10 fois, dans 20 ans, il sera toujours là et il bougera quasiment pas. Alors que tout ce que je touchais, c'était évanescent. Et la distillation, pour moi, c'était le média que j'ai choisi pour m'exprimer. J'aurais pu dessiner, j'aurais pu choisir d'autres... mais c'est là où je me sens libre de parler, de raconter des histoires. J'ai un rapport complètement dingue avec les spiritueux. C'est un réservoir d'arômes, il y a du caractère, il y a des attitudes. Je les lis, je pense, assez facilement et ils me procurent beaucoup d'émotions. J'ai pas de fascination pour l'alcool, je veux pas être ivre, c'est pas du tout mon truc, mais je suis fasciné par cette matière. Je me souviens, quand j'ai commencé à goûter des vins, etc., je me disais, mais mince, c'est quoi ce truc ? Et plus tard, quand j'ai découvert les spiritueux, c'est quelque chose que je peux mettre dans mon verre, qui peut me bouleverser. C'est comme... moi, j'entends pas la musique, mais les gens qui disent je peux pas vivre sans musique, c'est un peu pareil. C'est juste parce qu'il y a des émotions, une chaleur, etc. Donc moi, c'est ça. Tout ce qui dirige mon univers, c'est l'émotion. Quand j'ai commencé à distiller, j'ai eu une sorte de conscience de me dire que finalement, faire un gin ou faire un whisky ou faire un brandy ou un rhum, il n'y en avait pas forcément besoin parce que j'étais déjà fan absolu de ce qui se faisait. Et si je le faisais, c'est parce que j'avais quelque chose à dire. C'était un moyen d'expression. Donc ça décale un peu le curseur. On n'est plus dans la fabrication d'un produit de convenance. On est dans une dimension plus esthétique. Et donc cette distillerie, elle est liée à ça. C'est tellement compliqué de distiller à Paris. Ça a tellement été de risques pour moi. Je pense que j'ai perdu des années de vie dans ces 5 ans de projet. Il faut que ça en vaille la peine, quoi, qu'il y ait quelque chose de particulier. Si c'est pour produire quelque chose qui a à peu près les mêmes caractéristiques de ce qui se fait partout, il n'y a vraiment pas d'intérêt. Moi, je mets mon âme dedans, clairement, et cette démarche, elle est un peu en décalage, mais je pense qu'elle est en même temps très ancrée dans mon époque. Dans la mesure où je l'ai fait, peut-être un peu trop avec le recul, en suivant une vision, une aventure et en courant après mes rêves comme ça, j'ai jamais cherché à trop m'expliquer, j'ai jamais cherché trop à prototyper d'un point de vue marketing commercial ce que je voulais en faire. J'ai voyagé, rencontré tous les gens qui étaient mes héros, je me suis confronté à des esprits extrêmement aiguisés, j'ai découvert des cultures très différentes grâce à ça, donc je regrette pas. Néanmoins, est-ce qu'il faut pas un peu plus sortir de ses rêves et pour un peu communiquer avec les gens, dans le bon sens du terme, parler, expliquer où on va, peut-être que j'ai manqué un peu de ça. Si le goût de Nicolas pour les spiritueux ne repose pas sur l'ivresse, il ne peut pas pour autant ignorer les dangers que représente l'alcool. À rebours de l'époque, sa démarche tend vers l'émotion et la rareté, au risque de s'adresser à un public restreint. J'ai choisi quelque chose qui est quand même définie comme une molécule dangereuse et qui est pas bonne pour la santé. Et comment je me positionne par rapport à ça ? D'autant que moi, je n'ai jamais de recherche d'ivresse. Déjà, je veux pas passer ces messages-là. J'ai pas envie de créer quelque chose qui incite à un peu trop à la ripaille. Et en même temps, j'aime pas trop dans cette époque le côté anglo-saxon prohibitionniste. Moi, l'alcool est mon média, l'alcool est ma passion. Intellectuellement, j'ai pas envie que des gens deviennent alcooliques à cause de moi. Donc j'ai plutôt envie de passer un message qui est « Ok, c'est dangereux, je vais pas vous faire croire le contraire, mais parce que c'est dangereux, c'est des moments qui doivent être rares et envisagés avec une certaine circonspection, en tout cas avec énormément de conscience. Après, du coup, forcément, comme c'est rare, ça doit être précieux et donc on y fait attention, on l'apprécie. En tout cas, c'est une voie que j'aime bien explorer en ce moment, me dire il y a un message aussi là-dedans. J'ai envie de faire des spiritueux qui touchent les gens. Et s'ils boivent ça sans conscience, jamais je les toucherai. Honnêtement, mon travail passe à la trappe. Quand même un peu ce qui se passe en ce moment où les spiritueux, c'est quand même un monde de marque, un monde de storytelling, de packaging. Et moi, je vais aller à l'inverse de tout ça.
Je veux dire, ok, moi, j'ai dédié ma vie à ça, je mets mes tripes sur la table. J'aimerais que de plus en plus de gens le boivent avec conscience, que ça les touche, parce qu'ils m'ont donné l'autorisation par leur prise de conscience du produit, et qu'on arrive dans une démarche un peu différente du spiritueux. Déjà, j'aime les belles structures, comme une bâtisse. On peut faire ce qu'on veut, mais elle doit avoir une structure équilibrée, sinon ça tient pas bien. Et après, j'ai tendance à surfer avec deux choses paradoxales. C'est une recherche de ciselé, aiguisé, et à côté de ça, quelque chose de texturé et plutôt volumineux, ce qui est pas... Normalement, on choisit l'un ou l'autre. Et moi, j'aime être dans le paradoxe comme ça. J'aime avoir une impression de complexité énorme avec le moins possible d'ingrédients. J'aime le fait d'avoir une sorte de fraîcheur avec de l'intensité. Donc, il y a un côté parisien, on est chiant avec nos paradoxes, etc. Donc, je pense qu'il y a ça dans ce que je fais particulièrement à Distillerie de Paris, mais qu'on retrouve quand je fais du rhum à Cuba, etc. On retrouve quand même cette signature qui est la mienne. Maintenant, le problème, c'est que, honnêtement, des gens qui comprennent ça dans mes spiritueux, qui le lisent, qui le disent, j'en connais moins d'une dizaine, donc c'est peut-être un peu dérisoire. J'ai peut-être choisi un média dérisoire. Je parle à des gens qui n'ont pas les mêmes intentions quand ils goûtent mon spiritueux. Né dans une famille de commerçants où le travail est une valeur cardinale, Nicolas a cependant besoin d'être ému par ce qu'il fait pour esquiver la routine. De ce point de vue, la répétition du geste, qui pourrait l'ennuyer, est sauvée par la variabilité des matières premières et par l'intention qui conduit sa démarche créative. C'est face à ce genre de paradoxe que Nicolas s'engage artistiquement dans un métier artisanal qui lui apporte des satisfactions immédiates, comme des rencontres inoubliables. Alors déjà, moi, je viens d'une famille où le travail, c'est... Voilà, on est commerçant, on bosse 7/7, on se pose même pas trop la question, quoi. C'est une façon de vivre, donc c'est déjà une base un peu particulière. Et après, moi, par contre, j'ai le besoin de pas avoir l'impression de travailler. Pour le coup, je travaille beaucoup, mais je pense pas être super courageux dans le sens où si jamais on me fait répéter les choses, il faut que je les fasse évoluer parce que sinon, je deviens fou, quoi. Je m'ennuie. J'ai besoin d'être stimulé et j'adore apprendre, quoi. Découvrir des choses. Ça peut être une matière qui me surprend, une technique qui est différente ou me dire à un moment, tiens, par exemple, je suis pas un vrai technicien pur, mais j'aime maîtriser la technique. Donc en me disant, tiens, il y a ça, on a toujours fait comme ça finalement. Peut-être qu'on peut l'amener d'une autre manière. Mais qu'il y ait une sorte d'évolution pour que le travail ne m'ennuie jamais. Pour moi, le travail doit plus être une distraction, un challenge, un jeu. Et le travail fastidieux, laborieux, pour moi, est juste inacceptable, quoi. C'est une réflexion qu'on peut avoir, mais dans une époque où on nous dit « Attention, il ne faut pas trop travailler, il ne faut pas s'engager dans son travail, etc. » Je trouve que quand on aborde le travail sans engagement, mais 7 heures par jour, c'est un calvaire. 7 heures gâchées, un truc où on met pas d'âme. Et quelle que soit la tâche, on voit des gens comme ça qui illuminent nos journées. Ça peut être la personne qui nous accueille à un endroit, la personne qui nous vend quelque chose. Si elle le fait avec un peu de joie, d'engagement, un peu de bonne humeur, elle passe une bonne journée, elle nous donne tellement d'énergie et tout. Ça, c'est assez fantastique. Donc moi, je veux jouer dans cette catégorie-là. Je veux être un joueur. Je veux que mon job me passionne, qu'il soit vecteur de rencontre. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas si simple de trouver dans le loisir ou la dimension personnelle, en dehors des gens qu'on aime, qui on aime, mais de trouver des activités aussi stimulantes que mon travail. On est un métier artisanal, même si moi j'aime l'engager de manière un peu plus artistique. Néanmoins, on va être confronté à une logique de geste. Mais moi, j'ai pas forcément de fascination pour la répétition du geste et tout. Moi, j'aime quand mon corps se mêle complètement aux outils, à la matière, etc. Par exemple, le plus répétitif que je puisse faire, c'est dans mes jeans classiques, par exemple, batch one, la toute première recette que j'ai faite. Bon, mais la répétition pourrait objectivement, moi, me fatiguer un petit peu. Heureusement, l'exacte réplique est quasi impossible puisque chaque lot, chaque ingrédient, chaque saison, etc. amène des nuances et donc on doit l'interpréter. Donc parfois c'est drôle, parfois on peut trouver intéressant de se battre pour correspondre et parfois abandonner quelque chose qui nous surprend, qui nous emmène dans une autre direction et accorder un petit peu de nuance. J'aime bien. J'ai plutôt tendance à cultiver ça. Là, il y a un truc où il n'y a jamais de répétition. Et ça, c'est ce que je préfère. Ça demande une intention et un engagement qui est assez dingue. On met vraiment là ces tripes sur la table. C'est très fatigant émotionnellement, mais c'est le plus drôle, quoi.
Pour l'instant, je me estime très heureux parce que mon bonheur vient principalement de jouissances instantanées. Je distille et là, je me sens à cet instant-là consciemment dans un état de félicité incroyable parce que juste je me dis waouh, quelle chance j'ai de faire ça. Et je rencontre quelqu'un et je me dis waouh, j'ai échangé ce moment incroyable. Ensuite, je suis vraiment pas très compliqué à satisfaire. Je vais voir un coucher de soleil, je suis comme un fou, je suis trop content. Ça fait un peu imbécile heureux quand je dis ça, mais honnêtement, on n'en est pas loin. Peut-être que je pourrais construire un peu plus dans le temps, peut-être, mon plaisir dans la réalisation. Par exemple, j'ai sincèrement pas du tout de notion de fierté, de rien. Il y a des gens qui me disent « Ah, t'as quand même mis la première distillerie à Paris, j'ai mis mon âme et je me suis fait du mal pour ce métier. » Mais ok, à partir du moment où l'alambic est là, je suis content maintenant. Ok, quand on l'a installé, j'avais un sourire qui n'avait pas assez de mon visage pour s'exprimer. Mais 2 heures plus tard, j'étais content parce que ça marchait. Et après, c'était la première distillation. Je suis tout le temps dans une jouissance du moment présent. Et je pense que c'est quand même plutôt cool. C'est super drôle parce qu'il n'y a pas longtemps, je me faisais la réflexion en discutant avec quelqu'un. Je me disais, est-ce que j'ai pas choisi comme métier un truc qui pour moi est trop fort et où je suis trop engagé émotionnellement, quasi philosophiquement? Est-ce que j'aurais pas dû choisir un job plus efficace et alimentaire et pas me perdre dans un truc comme ça? Mais en même temps, j'aime me perdre là-dedans, quoi, donc c'est ok. Et encore une fois, c'est merci à ce monde de la distillation, peut-être merci à cette approche un peu extrême que je peux en avoir qui m'ouvre les portes, parce que ça s'achète pas, quoi. Je vis des moments de bonheur ultime, quoi. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment, c'est un truc qui me plaît. Il y a un truc qui est sûr, c'est que j'ai le luxe extrême par rapport à ma personnalité, de travailler dans un milieu qui est ma passion. Donc du coup, je vis avec des gens qui sont passionnés. C'est-à-dire que, littéralement, on s'aime. C'est-à-dire que quand on se prend dans les bras, on a un truc, quoi. On partage des choses très très fortes ensemble. On peut parfois aller voir quelqu'un, on passe du temps avec lui, ou pardon, au bout de 3 minutes, on se dit waouh, c'est un ami. Et il y a un lien très très fort qui, avec le temps, s'enrichit. Parce que dans nos métiers de passion, on a des confrontations de personnalités très très puissantes qui ont besoin d'amour, quoi, finalement. Et donc, on a ce genre de rapport. Je pense que c'est plus facile dans nos métiers que quelqu'un qui bosse dans un open space à la Défense, qui est là 2 jours par semaine avec les gens qui tournent. Bon, ce genre de rencontres bouleversantes, je pense qu'ils en ont un peu moins. De plus en plus, quelque chose qui est important pour moi et qui est lié au métier de distillateur aussi, c'est avoir l'essence, la matière réelle, la matière vibrante. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement nourrissant, quoi. Très souvent, je sors de rendez-vous comme ça, de relations, et je me dis waouh, mais qu'est-ce que je peux avoir de plus que ça dans la vie, dans la confrontation de 2 humanités, quoi. Ça, c'est particulier et c'est assez addictif. Un grand merci à Nicolas pour son accueil et sa disponibilité. Si vous avez aimé cet épisode, montrez-le sur votre plateforme d'écoute préférée. Un abonnement, 5 étoiles et un commentaire, si votre application le permet, sont très importants pour qu'il puisse être découvert par d'autres auditeurs. Et surtout, parlez-en autour de vous. Vous pouvez suivre Travail Soigné via les comptes Stéréolab sur Instagram, Threads et Facebook et m'envoyer vos suggestions pour de prochains épisodes. Merci pour votre écoute et travaillez bien.